Klaus Kroner is apologizing because he's unable to attend the symposium because of Adria Airlines, so there's a problem. And so I will continue in French because this paper is in French, but don't hesitate if you have questions to write to him about this paper. Donc, chers collègues, Klaus Kroner ne peut pas participer donc, à ce symposium parce qu'il a eu quelques problèmes avec Adria Airlines et donc il s'excuse. Et si vous avez des questions à propos de sa communication, n'hésitez pas à lui écrire. Alors je vais lire immédiatement son texte. Tout auteur médiéval d'une chronique universelle, dans un cas idéal, une chronique qui commence par la création et qui s'achève par l'Apocalypse et le jugement dernier, est confronté au problème de donner une structure à l'ensemble de l'histoire. Dès l'Antiquité, trois principes d'ordre se sont imposés. La chronologie absolue, annus mundi, calculée à partir des textes bibliques, puis d'autres chroniques. Ce principe a surtout été imposé par Jules l'Africain, qui, en étant convaincu que l'histoire universelle durera 6000 ans, voulait ainsi calculer le moment de sa fin. Le schéma des 6 âges, qui regroupe l'ensemble de l'histoire en 6 âges et qui a été développé par Saint-Augustin, selon le père de l'Église, l'évolution de l'histoire serait comparable au vieillissement des hommes. Enfin, la théorie des 4 empires, qui est basée sur la prophétie de Daniel, et ici, notamment le livre 2, une succession de 4 grands empires, dont le dernier serait l'Empire romain, donnerait à l'histoire universelle sa structure. C'est surtout Saint Jérôme, avec son commentaire du livre de Daniel, qui a rendu ce schéma plus généralement connu. Le temps de parole étant limité, aussi, j'aimerais me concentrer dans ma communication, contrairement à ce qui a été initialement annoncé, sur la réception des chronologies annus mundi, telles que Jérôme les a présentées et rendues populaires. Son héritage a ici, cependant, mené à une grande confusion avec pour conséquence un abandon progressif de cet élément de structure. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, Jules l'Africain et après lui Hippolyte et leurs successeurs ont développé une véritable obsession pour la chronologie annus mundi. Mais aucune de leurs chronologies n'a fait l'unanimité. On comprend facilement pourquoi. Quand on additionne dans les textes vétérotestamentaires toutes les indications chiffrées d'âge relatives aux descendants d'Adam et d'Ève jusqu'au temps historique, on peut situer, selon la Septante et sa traduction, la Vetus Latina, le déluge en l'an 2242 après la création. La sortie de l'Égypte aurait alors eu lieu en 3689, la destruction du temple de Salomon en 4168, l'exil de Babylone en 4601 et la passion en 5228. Quand on fait les mêmes calculs avec comme base textuelle la Bible hébraïque, les résultats sont différents. Le déluge aurait eu lieu en 1666, la sortie de l'Égypte en 2463, la destruction du temple en 2943, l'exil de Babylone en 3375 et la passion en 3991. En effet, la Bible hébraïque fait notamment l'impasse sur un deuxième Caïnan dans les livres généalogiques. Eusèbe de Césarée s'est rendu compte que ces différences d'années, selon les textes et les manuscrits bibliques, menaient les historiens de l'époque devant des problèmes quasi insolubles. Et il a donc décidé de mettre en place une chronologie anno-Abraham. Mais manifestement, il n'a pas osé abandonner toute référence à la création, car il a tout de même situé la naissance d'Abraham en l'an 3182 annus mundi, ce qui suggère une naissance du Christ en l'an 5199 annus mundi, année proche de la chronologie de la Septante et de la Vetus Latina. La confusion est finalement devenue parfaite à cause de Saint Jérôme qui, vers 381, a traduit et complété la chronique d'Eusèbe, puis, depuis 391, a traduit une grande partie des textes vétérotestamentaires sur la base de la Veritas Hebraica, soit la Vulgate. En d'autres termes, le père de l'Église a proposé quelques années d'intervalle seulement, deux chronologies, à quelques années d'intervalle seulement, excusez-moi, en deux chronologies bibliques différentes en langue latine, sans se soucier de leur contradiction. Étant donné que la plupart de ses contemporains et des auteurs médiévaux ne maîtrisaient ni le grec ni l'hébreu, ils ne pouvaient donc plus vérifier les sources de Jérôme, la chronique d'Eusèbe et la Bible hébraïque.
Jérôme a donc créé une situation qui a laissé les futurs auteurs de chroniques universelles dans une grande confusion. Pendant des siècles, ils devaient désormais composer avec deux traditions non compatibles, l'une avec l'autre, mais dotées toutes deux d'une grande autorité grâce au prestige du père de l'Église. On dit souvent que l'histoire paléo-chrétienne n'a pas suscité un grand intérêt au premier siècle du Moyen Âge, mais ce constat n'est que très partiellement vrai. Certes, un grand nombre d'auteurs, comme Grégoire de Tours, se sont de plus en plus consacrés à l'histoire contemporaine. Mais le premier livre de son histoire, intitulé Historiarum Libri Decem, et non pas Histoire des Francs, relate les événements depuis la création jusqu'à la mort de Martin de Tours, en 397. Et il fait partie intégrante de sa conception. Il a été élaboré avec comme source la Bible, la chronique de Jérôme, l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe Ruffin, ou encore l'histoire de Rose. Et l'évêque de Tours a même introduit et maintenu, au-delà du premier livre, une chronologie selon les années Anni-Mundi, en précisant, par exemple, à la fin du livre 4, que l'an 5774 serait désormais derrière lui. Cet élément de structure est donc important pour lui, mais à aucun moment il ne fait l'effort de calculer lui-même une date ou vérifier une incohérence. Loin de là, il se contente de reprendre les années indiquées dans la chronique d'Eusèbe Jérôme. Autant qu'il soit possible de le vérifier, car les indications chronologiques sont souvent trop rares, la plupart des auteurs de cette période semblent avoir travaillé de la même façon que l'évêque de Tours, et même Isidore de Séville, l'un des plus grands savants de cette époque. Il est l'auteur de deux chroniques universelles, mais il n'a pas travaillé en tant que chercheur, ayant pour objectif de découvrir la vérité, mais en tant qu'encyclopédiste et pédagogue, voulant simplement rendre accessible un savoir déjà connu. Isidore s'est effectivement contenté de reprendre des modèles anciens qu'il a jugés vrais afin de les diffuser. Pour ne parler ici que de sa chronologie, il s'est alors confié, pour l'essentiel, à une seule autorité afin d'éviter de jongler avec différents modèles contradictoires. En suivant la chronologie de la Septante, dans la version hieronymienne, il a indiqué la fin de chaque règne par l'année Anno-Mundi. Il a ainsi obtenu, pour la naissance du Christ, l'an 5196, et pour la Passion, qu'il a placée dans la 18e année du règne de l'empereur Tibère, l'an 5228. L'an 615 après Jésus-Christ, en fait le moment de la rédaction de sa Chronica Major, correspond pour lui à l'an 5813 Anno-Mundi. Une telle ossature chronologique n'empêche bien sûr pas qu'Isidore ait eu le recours à d'autres sources. À côté de la Bible et de la chronique de Jérôme, il a repris les continuateurs de ce dernier, l'histoire ecclésiastique de Ruffin, ou encore les histoires apocryphes des apôtres, l'histoire tripartite, les épitomées de Troc-Pompée, fait par Justin, pour ne mentionner que. Il faut en effet attendre un autre homme aux trois langues, mais le vénérable, avec un véritable intérêt scientifique, qui s'est rendu compte des problèmes des différentes chronologies et qui avait la chance d'avoir eu plusieurs versions bibliques à sa disposition, dont celle de l'Hébraïca Veritas. Il semble ainsi qu'il ait été le premier depuis Jérôme à avoir comparé les versions de la Vetus Latina et de la Vulgate. 300 ans après Jérôme, Bède a donc, on dirait presque enfin, utilisé la Vulgate comme source historique et chronologique, puisqu'elle lui a paru plus ancienne et donc plus authentique. Le résultat de ce travail est saisissant, car le moine anglais a considérablement raccourci la chronologie Anno-Mundi. Selon lui, le déluge s'est produit en 1656, la captivité babylonienne en 3363 et la passion du Christ en 3952. Il a donc suivi, pour le début de l'histoire de l'humanité, avec des variantes légères, les textes hébreux. Puis, plus on se rapproche des véritables temps historiques, plus il a suivi la Septante et ou la Vetus Latina, dont les chronologies se rapprochent, de toute façon, de celle de la Vulgate. Malgré son approche scientifique, Bède n'était cependant pas à l'abri de quelques incohérences, car il a ainsi évoqué, pour ne donner que l'exemple, Caïnan II, qui rallonge l'histoire des débuts de l'humanité considérablement et qui n'est mentionné que dans la Septante. Mais il l'a fait passer sous silence au moment où il a repris les généalogies vétérotestamentaires, conformément à ce que l'Hébraïca Veritas lui a appris.
et ce que sa chronologie nécessitait de toute façon. Avant d'analyser les chroniques universelles de l'époque carolingienne, il est nécessaire de parler ici de Denis le Petit, un moine scythe qui est venu à Rome vers 500 et à qui l'humanité doit un nouvel événement repère sur l'axe du temps, la naissance du Christ. En s'appuyant sur les travaux de Victorinus d'Aquitaine, il a confirmé en 525 la durée de 532 ans pour un cycle pascal et il a élaboré des tables pascales pour un cycle qui était calculé jusqu'en 626. Denis a choisi comme début de ces nouvelles tables l'année de la naissance du Christ. Hélas, il s'est trompé et on avance aujourd'hui, comme année probable, l'an 5 ou plus tard, l'an 4 avant notre ère. Déjà, Bède a constaté que le moine Scythe avait commis une erreur, mais il n'est pas parvenu à la corriger. La datation Anno Christi, selon Denis le Petit, a donc été lentement mais sûrement adoptée. La plus ancienne charte anglo-saxonne qui nous est parvenue et qui est datée à partir de l'Incarnation, ayant été rédigée en 736. En 731, Bède lui-même a écrit son histoire ecclésiastique du peuple anglais en se référant à l'ère chrétienne. Il s'agit là de la première application de cette chronologie dans une œuvre historiographique. Dans les documents employés au franc, la datation Anno Mundi n'apparaît pas avant les années 870, au moins en ce qui concerne les actes authentiques. Quant à la datation des conciles et des synodes, ils sont datés selon l'ère de l'Incarnation depuis 740, non seulement en Angleterre, mais aussi sur le continent. Ensuite, au IXe siècle, lors de la dite réforme carolingienne, qui avait pour ambition d'unifier les usages politiques, religieux et culturels, l'ère de l'Incarnation fut de plus en plus utilisée. Pour l'historiographie universelle, nous pouvons mentionner Adon de Vienne et Réginon de Prusse, même si elle ne s'est généralisée du XIe siècle. Un tel usage, notamment dans les annales qui ont connu un essor sans précédent sous les carolingiens, avait beaucoup d'avantages, surtout pour l'histoire contemporaine et immédiate, dans une échelle chronologique préétablie et organisée en années successives. Il ne fait pas de doute que les annales ont ainsi contribué à populariser l'ère chrétienne dans l'historiographie. Malgré l'importance grandissante de l'ère chrétienne, les historiographes de l'époque carolingienne n'ont pas abandonné les références à la chronologie Anno Mundi. Un exemple saisissant est la dite Chronica de Sexaetatibus Mundi, qui représente l'histoire universelle depuis la création jusqu'à l'époque carolingienne. Son auteur est hélas inconnu. Ses principales sources sont les deux chroniques de Bède et les étymologies des icônes. L'historiographe a d'abord fait confiance à la chronologie de Bède en reprenant les dates Anno Mundi selon l'Hebraïca Veritas. Mais cette confiance n'était pas, semble-t-il, aveugle, comme le montrent les indications pour la période entre la captivité babylonienne et la naissance du Christ. La durée qu'il a calculée est légèrement plus longue que chez Bède. Quant à la chrétienne, l'auteur a mis en place une chronologie Anno Domini à partir de la prise réelle de pouvoir des Carolingiens, c'est-à-dire la bataille de Tertrie en 687. Un autre exemple carolingien est la chronique de Friculf. Elle relate l'histoire depuis la création jusqu'au pontificat de Grégoire le Grand. Friculf suit généralement un texte comme modèle principal qui lui fournit la trame et qui complète par d'autres récits. Le premier élément de structure, la chronologie, ne fait cependant pas partie de ses préoccupations. Pour l'époque jusqu'au déluge, il reprend de manière exclusive les dates de la Septante en citant la chronique de Jérôme. Puis il met en parallèle les deux chronologies proposées par la Septante et par Bède. Mais finalement, il décide de suivre à nouveau celle de la Septante popularisée avec peu de variantes par Jérôme, en évoquant comme seule explication que d'autres autorités ont agi ainsi, Flavius Joseph, Eusèbe et Orose. Le prestige du savant père de l'Église prévaut manifestement sur l'érudition plus récente de Bède. Certains savants médiévaux, comme Bède, avaient constaté que les tables pascales et la chronologie établie par Denis le Petit ne correspondent pas aux données historiques sur la vie de Jésus. Grâce au succès de ces tables, et que ces tables ont connu par la suite, l'ère chrétienne, telle qu'elle a été fixée par le moine Scythe, était néanmoins plus modifiée. Sa faute de calcul est donc vite venue irréversible. Cela n'a pas empêché un moine d'origine irlandaise, Marianus Scott, qui est passé par Saint-Martin de Cologne, Paderborn, Fulda et Mayence,
de s'attaquer au problème chronologique posé par les différentes versions des textes bibliques et les fautes de calcul de Dieu. Dans le prologue de sa chronique universelle, il relève d'abord les problèmes liés au moment exact de la passion du Christ. Les indications des évangiles et des pères de l'Église, notamment le dit martyrologue hieronymien, et les données astronomiques liées au calcul de la fête de Pâques ne pouvaient pas correspondre à ce que Denis avait avancé. Mais les ambitions de Marianus allaient plus loin. Les années de la naissance et de la passion du Christ devaient maintenant être fixées sur l'échelle de la chronologie Anno Mundi. Et c'est pour cela qu'il a commencé à recalculer les dates de toute l'histoire. En d'autres termes, Marianus voulait faire coïncider les chronologies Anno Mundi et Anno Domini, en respectant les indications des sources écrites et en respectant les tables pascales, c'est-à-dire les cycles de la Lune et du Soleil, depuis la création. Les unités de temps établies par l'homme et les unités naturelles devraient ainsi correspondre. Sans aller dans le détail, nous pouvons ici constater que le résultat ne correspond pas aux dates établies par la recherche actuelle, ni sur le plan historique concernant les dates de Jésus, ni sur le plan scientifique concernant les phases lunaires. Mais n'oublions pas que Marianus avait d'autres impératifs. Pour lui, il était impossible de remettre en question des indications bibliques et patristiques. Par contre, il s'est permis de profiter des incohérences dans d'autres sources pour ajouter les années qui lui manquaient. Compte tenu du nombre de documents qu'il a utilisés, il s'agissait d'un travail hors norme qui montre le sérieux avec lequel il entreprit. Il serait évidemment trop facile d'accuser Jérôme d'avoir été responsable des chronologies Anno Mundi concurrentes au Moyen-Âge et de la confusion qu'elles ont créée. De toute façon, même à son époque, les possibilités de faire des recherches manuscrites approfondies afin d'harmoniser les différentes versions bibliques et créer ainsi une seule chronologie cohérente pour les premiers siècles de la création étaient déjà inexistantes. Mais le fait qu'il a assuré à la chronologie de la Septante une longue vie en la reprenant pour sa chronique, il n'a certainement pas facilité la tâche des historiographes de l'époque médiévale. Il devait alors choisir entre celle-ci et celle de la Vulgate, sans avoir plus des critères pour le faire. Je vous remercie.